Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Yurkia. Donc on continue toujours sur le développement d'applications web. Dans cette vidéo, on va parler des langages de programmation pour le web, puisqu'on va faire du développement d'applications web. Donc c'est sûr qu'on va utiliser des langages de programmation. Donc quels sont les langages de programmation dédiés à ce genre d'applications, c'est-à-dire les applications web? Donc on a déjà vu que veut dire dans des vidéos précédentes la définition et l'importance des pages statiques, dynamiques des applications web, et la différence entre un site web dynamique et une application web, entre un site web statique et un site web dynamique, ainsi de suite. Aujourd'hui, on va voir le langage de programmation, entre autres le HTML. Donc, les meilleurs langages de programmation pour le développement web en 2023, c'est-à-dire c'est un recensement récent. En général, les meilleurs langages de programmation sont les suivants. On a le JavaScript, le Python, le TypeScript, le PHP, le Ruby, le HTML, le CSS et le XML. Ça, c'est-à-dire les langages de programmation les plus importants. Et bien sûr, ils coopèrent entre eux pour nous donner des pages web conviviables et faciles à lire et à utiliser. Donc, c'est quoi le HTML? L'HTML, c'est les acronymes HTML signifie Hypertext Markup Language, c'est-à-dire H pour hypertexte, pour hyper, T pour texte, M pour markup et L pour language, ce qui signifie en français langage de balisage d'hypertexte. Cette signification porte bien son nom puisque effectivement ce langage permet de réaliser de l'hypertexte à base d'une structure de balisage. Donc en utilisant des balises, il nous permet d'afficher des pages web qui contiennent du texte, des vidéos, des images, de l'animation et ainsi de suite. Donc HTML est un langage de balisage utilisé et conçu pour la création et la représentation de pages web, permettant notamment de définir des liens hypertextes. Bon, entre parenthèses, le nom hypertexte. En général, on a l'habitude bien on sait qu'il y a un texte, c'est un texte qui contient, c'est-à-dire de l'alphabet, des lettres, des phrases, des mots, vous voyez. Donc hypertexte, ça vient ajouter à un texte des images, des vidéos, de l'animation. Vous voyez, c'est ça la notion d'hypertexte. Donc HTML est un langage informatique utilisé sur l'Internet. Sa dernière version est HTML5. Donc on va voir par la suite l'historique de HTML depuis sa création jusqu'à la version actuelle. Donc la plus récente, c'est la HTML5 qu'on va utiliser dans notre OTP pour la programmation. Donc, le HTML est avant tout un code prédéfini qui garantit la mise en page, c'est-à-dire les couleurs, les images ou encore les polices. Ces éléments apparaîtront ainsi comme on le souhaite. Donc HTML n'est pas à proprement parler un langage de programmation, mais plutôt un langage qui permet de mettre en forme du contenu. Donc en général, le HTML, on dit que c'est un langage de description, bien un langage de balisage. Il permet de décrire un contenu pour le différencier à peu près d'un langage de programmation. Parce qu'en général, un langage de programmation, je peux dire que c'est de l'algorithmique. On programme un algorithme, une idée avec plusieurs façons de structurer et de définir cette idée. Donc, ça donne des résultats, il est changeable, c'est-à-dire il y a plusieurs procédures ou bien techniques mathématiques utilisées, ainsi de suite. En ce qui concerne le HTML, c'est un langage de description. Il permet de décrire sous quelle forme il va nous présenter les informations dans une page web. Donc, c'est pour à peu près différencier entre un langage de programmation et un langage de balisage ou bien de description. Donc, HTML, c'est-à-dire le fait de dire un langage de programmation, c'est pas faux, mais c'est pas très juste. Donc, il vaut mieux dire que c'est un langage de description ou bien un langage de programmation. Donc HTML est un langage de description qui permet de décrire l'aspect d'un document, bien son contenu. Les balises permettent de mettre en forme le texte et de placer des éléments interactifs tels des liens, des images ou bien encore des animations. Ces éléments ne sont pas dans le code source d'une page codée en HTML, mais à côté. Et la page en HTML ne fait que reprendre ces éléments. Donc pour visualiser une page en HTML, il est nécessaire d'utiliser un navigateur web. Donc en général, un programme HTML, il contient des balises. Il y a plusieurs types de balises selon leur fonction ou bien leur description.
Donc, ils permettent de mettre en forme un texte et de placer dans ce texte d'autres éléments interactifs comme des vidéos, des images, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir interpréter un code ou bien un programme HTML, on a besoin d'un navigateur web pour voir, bien sûr, notre page web. Donc, on va faire un petit peu d'historique. Donc, HTML est initialement dérivé d'un langage d'inscription à balise qui s'appelle le SGML. Donc, son ancêtre, c'est le SGML. Donc, HTML est dérivé de SGML. SGML, les acronymes sont Standard Generalized Markup Language. C'est-à-dire le premier langage de balisage. Donc, le HTML était inventé par le chercheur Tim Berners-Lee dans les années 1990 et n'a jamais cessé d'évoluer. Donc, le premier qui a inventé ce langage, eh bien, c'est utilisé dans un cadre d'un projet, c'est sûr et certain, parce qu'en général, les différentes inventions, c'est des idées, ou bien c'est un effort de recherche qui est fait dans un cadre, c'est-à-dire dans un cadre d'un projet de recherche ou bien un projet réel. Donc, le HTML, il a comme ancêtre le SGML. Et bien sûr, ce HTML était créé par Tim Berners en 1990. C'est un anglais, c'est un savant anglais, d'origine anglaise. Donc, avec le protocole HTTP et les adresses URL, l'HTML est l'une des 3 inventions majeures ayant permis l'avènement du web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, généralement, on peut dire que la révolution du web, c'était par la création du protocole HTTP, des adresses URL et du langage de programmation ou bien de balisage HTML dans les années 90. Donc l'invention du HTML est attribuée à un anglais ou bien à l'anglais dont le nom est Tim Berners-Lee. Oui, c'est-à-dire on lui attribue plus généralement l'invention de l'Internet moderne, l'HTML n'étant que l'une des technologies sur lesquelles Lee a travaillé. Tim Berners-Lee connaissait bien le SGML, c'est l'ancêtre du HTML. Donc avant, Tim Berners travaillait avec le SGML, puisque ce langage est utilisé par le CERN. CERN, c'est les acronymes de Centre européen de recherche nucléaire situé à Genève, en Suisse, et pour le compte duquel Tim Berners travaillait. Donc c'est en août 1991 que Tim Berners-Lee annonce publiquement son travail avec HTML. Vous voyez? Donc toujours, en général, c'est-à-dire la recherche ou bien les révolutions dans le domaine scientifique se font au cadre d'un projet réel parce que on a des données réelles, on a une problématique touchée. Donc, Tim Berners, qui a créé le HTML, travaillait avec le SGML dans un centre européen de recherche nucléaire. Donc, ce chercheur travaillait dans ce centre européen de recherche nucléaire qui est situé à Genève, en Suisse. Et il a développé ce SGML et a créé le HTML. Très bien. Donc, le HTML5 est la dernière évolution du langage HTML. Le but de cette nouvelle version est de faciliter le développement d'interfaces utilisateurs riches. Elle se focalise sur les applications web et l'interactivité et permet de s'affranchir de certains plugins. Parmi les nouveautés majeures de HTML5, on distingue la spécification de nouvelles API utilisables en JavaScript avec pour chacune une balise dédiée. L'arrivée de nouvelles balises permettant de structurer sa page web, balises de section, et d'ajouter de la sémantique, c'est des micro-données. Vous voyez que, en général, en informatique, la version d'un logiciel, ou bien d'un programme, ou bien d'un langage, ça veut dire qu'il y a des ajouts, il y a des options, il y a de l'optimisation dans ces versions. Donc, la même chose pour l'HTML5, qui est la dernière version du HTML. Donc, c'est sûr qu'elle contient d'autres options plus utiles. Entre autres, elle contient des API qui permettent, utilisables en JavaScript, pour mieux, c'est-à-dire avoir un résultat meilleur. Et aussi, on a de nouvelles balises qui structurent mieux nos pages web. Donc, en général, cette image donne une hiérarchie des différents développements du langage HTML et du XML. Donc, en 1997, on avait la version HTML 3.2.4. En 99, HTML 4.01. En 2000, le XHTML1. En 2001, le XHTML 1.1. À partir du 2004, on avait le XML5 Draft et le XHTML5. En 2022, à partir de 2022, on a la version HTML5.
très bien. Et c'est sûr que l'évolution ne va pas s'arrêter. On aura d'autres versions plus évoluées que la version 5. Donc, on va parler de la notion de norme pour le langage HTML. La notion de norme, elle existe pour tout produit informatique, entre autres langage de balisage HTML. Donc, l'HTML est défini par des normes ou bien des spécifications officielles publiées par un organisme appelé le W3C. On va parler de cet organisme par la suite. L'évolution des normes de HTML est à peu près un petit peu compliquée. Vous trouverez sur le web des exemples de HTML correspondant à diverses normes. Dans cette TP, on utilisera seulement des éléments de normes HTML5 qui sont bien supportés par le navigateur actuel. On va utiliser, c'est-à-dire des syntaxes qui est proche du XML. Donc en général, dans notre TP, on va utiliser la version 5 de HTML. Et, c'est-à-dire, pourquoi j'ai dit que l'évolution des normes HTML est un petit peu compliquée? Parce que selon l'évolution, il y a la normalisation, elle est standardisée. Donc, dans notre cas, on va utiliser la version 5 qui est normalisée par le W3C et qui, c'est-à-dire, qui est proche de la syntaxe de XML. Donc, c'est quoi cette norme? Bien, l'organisme W3C qui a normalisé le HTML5. Donc, le W3C est un acronyme signifiant, donc WC, World Wide Web, c'est-à-dire WWW, et 3C, c'est le consortium. Donc, c'est une organisation mondiale régissant les grands standards techniques du web. Son rôle est majeur afin de définir les mêmes règles pour le développeur web du monde entier. Donc, on essaie toujours de normaliser les technologies web. Comme par exemple le MOG, c'est une organisation qui permet de normaliser l'orienté objet. La même chose pour le W3C, c'est une organisation qui permet de normaliser toutes les techniques pour le développement web. Bien, maintenant, puisque le langage HTML est un langage de balisage, donc c'est quoi une balise? Les balises HTML correspondent à des éléments du code HTML d'une page web sur Internet. Elles sont une partie intégrante de la composition de la page puisqu'elles permettent de mettre en forme et de structurer les contenus. De plus, certaines balises HTML sont spécifiquement utilisées par les moteurs de recherche comme un des paramètres de référencement et du ranking de la page web. Donc les balises permettent de structurer une page web et même de guider les navigateurs ou bien les moteurs de recherche. Maintenant, toujours on continue sur la définition d'une balise. La balise est l'élément de base d'un système de codage HTML. Le HTML repose sur les balises qui servent à hiérarchiser les textes, introduire des titres, des images, des vidéos, des liens, ainsi que tout autre élément servant à la mise en forme du texte. Donc, quelle est la structure d'une balise? Une page HTML est une succession de données contenant des balises permettant de mettre en forme le texte, les images, et ainsi de suite. Une balise, de son côté, est un élément de texte, un nom, encadré par le marqueur inférieur, le chevron inférieur, et le marqueur supérieur, le chevron supérieur. Donc, vous voyez que la structure d'une balise, on a le chevron inférieur, on écrit le nom de la balise et le chevron supérieur. Donc, le nom de la balise selon sa fonction. Les balises HTML fonctionnent par deux. La première est appelée balise d'ouverture, c'est celle qui ouvre le code, et la seconde balise de fermeture, c'est celle qui ferme le code. La balise qui ferme le code est précédée d'un caractère /. Cette balise informe le programme que le codage est terminé. Donc, elle va changer de codage selon la balise qui vient par la suite. Donc, la structure d'une balise, c'est le chevron ouvrant, le nom de la balise et le chevron fermant. Et ici, le nom de la balise. Et toujours une balise, on a le même nom de la balise ouvrante avec le même nom de la balise fermante, et avant le nom de la balise, on écrit un anti-slash. Bien un slash plutôt. Bien, ça c'est une forme générale, une structure générale d'un document HTML, qui est une structure minimale, elle contient le nécessaire. Mais on va les enrichir au fur et à mesure par d'autres structures. Ça c'est la structure, on peut dire, minimale. Bien sûr, en utilisant la syntaxe de la version 5 du HTML. Donc en général, on a le doctype, on a le lang, on a le head, le body, d'accord? Donc on va expliquer chaque
c'est-à-dire chaque ligne de ce code. Premièrement, en HTML, on a le doctype. Le doctype ici, vous voyez qu'on a doctype HTML. Donc, le doctype est le préambule avec, bien sûr, le chevron ouvrant, le point d'exclamation, doctype et HTML. Requis en haut de tous les documents. On le trouve toujours dans tous les documents HTML. Son seul but est d'empêcher un navigateur de passer en soi-disant le quick mode lors du rendu d'un document. Cela concerne le côté standard. C'est-à-dire le doctype garantit que le navigateur fait de son mieux pour suivre les spécifications pertinentes, plutôt que d'utiliser un mode de rendu différent, incompatible avec certaines spécifications. Donc, c'est-à-dire le doctype, c'est comme si c'est une indication au navigateur que ce code, il est écrit. C'est-à-dire, il est standardisé selon la version du HTML actuel. Ok? Donc, il y a l'attribut, donc ça c'est le doctype, puis on va remarquer qu'il y a l'attribut lang. On a ici la balise HTML et l'attribut lang qui est égal ici, j'ai écrit le nom FR, c'est-à-dire français. On peut le changer en anglais ou bien autre langue. Donc l'attribut lang sur HTML, on a tendance de l'oublier, c'est un attribut important. L'attribut lang précise la langue utilisée pour le contenu de la page lorsqu'il est placé sur la racine HTML. C'est bien pour la navigation. Puis on a l'attribut ici, vous voyez, meta. L'attribut meta, c'est-à-dire l'attribut char7 qui vient avec la balise meta. Donc, l'attribut meta, char7 sur meta, il faut préciser l'encodage des caractères. C'est primordial pour exploiter la bonne page de code et de ne pas se retrouver avec des caractères spéciaux ou accentués. Le choix de l'UTF-8 est désormais préconisé par le W3C pour tous les protocoles échangeant du texte sur Internet, entre autres HTML. Donc, globalement, on utilise le codage standard avec UTF-8, d'accord? Donc, cet attribut char7 qui vient avec la balise meta, c'est pour pouvoir, c'est-à-dire préciser l'encodage des caractères pour les accents, les apostrophes, ainsi de suite. Donc, la balise meta qui a utilisé l'attribut char7. Donc, les balises meta ou meta-tags sont des balises qui contiennent les métadonnées. Il s'agit de données supplémentaires qui aident à l'exécution correcte de la page ou fournissent des informations additionnelles lors de l'exécution. Donc, les balises meta sont déclarées dans l'entête du document HTML entre la balise hid et non-hid. Si je permets de non-hid, c'est-à-dire la balise hid fermante. Son contenu n'est donc pas affiché sur la page, c'est une balise orpheline, alors pas de non-meta. C'est-à-dire il n'y a pas de, de balise fermante. Donc, cette balise, son importance, c'est pour donner des informations additionnelles à l'exécution du programme. Par exemple, on a MetaName, ici on a un paramètre, et Content et un attribut. Donc, on va voir que selon le paramètre et l'attribut, que le meta va faire son rôle. Donc, par exemple, parmi les paramètres, on a l'auteur. Donc, author, ça donne le nom de l'auteur, celui qui a écrit le programme, et bien, c'est-à-dire qui a codé le programme. Et ici, la description, c'est quoi? C'est-à-dire cet attribut, elle désigne l'auteur de la page. Et le paramètre peut être copyright. C'est des informations de copyright, c'est-à-dire des informations concernant les droits de l'auteur. Et il y a description, c'est-à-dire on peut avoir ici pour paramètre description, la description de votre page. Donc, utilisée par les moteurs de recherche, la description de votre page apparaîtra lors de l'affichage du résultat de recherche. Donc, ça, c'est quelques exemples que peut prendre ici le paramètre ou bien l'attribut dans cette syntaxe concernant, bien sûr, la balise meta. On peut aussi avoir une autre structure de méta avec HTTP et Kiv est égal à paramètre contenant attribut. Donc, si le paramètre, c'est-à-dire il peut prendre le nom refresh et l'attribut, on a ici un certain nombre x, point virgule URL égale une adresse URL. C'est-à-dire cette méta, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle permet de rafraîchir notre page toutes les x secondes. Si par exemple j'écris 3, donc chaque 3 secondes, il y a un rafraîchissement dans notre page web. Si URL est absent, si on n'a pas ici une URL, c'est-à-dire on ne va pas ajouter cette URL, l'adresse URL, c'est cette même page qui est rafraîchie, c'est-à-dire la page actuelle qui est rafraîchie. Si URL existe, si on a ici une autre adresse mail, une autre adresse ici, URL,
alors la page change, indiquant dans l'URL, c'est-à-dire qui contient l'adresse, elle est chargée, c'est-à-dire cette adresse elle est chargée et elle est rafraîchie. D'accord? Bien. Donc, un autre élément de cette, donc on a parlé de langue, bon, bien sûr on a le head, c'est-à-dire l'entête, et on a le body. On a parlé de la balise meta, de title pour donner un titre à la page. Maintenant on va parler de link et de script. Donc, l'élément link, dans la majorité des cas, une balise link placée dans l'entête permet de mettre en relation la page avec d'autres documents externes. La plupart du temps, cela concerne les feuilles de style CSS externes avec une relation de type style sheet. Mais il est aussi possible de définir d'autres types de relations, par exemple avec author, icon, prefetch, next, prev, etc. Donc, vous voyez que le link, il permet en général de mettre en relation notre page HTML avec du code CSS, par exemple. On a aussi, pour inclure directement des instructions CSS dans le document HTML sans passer par un fichier externe, Style est à votre service. Cependant, il vaut mieux faire confiance à un fichier indépendant. Il n'y aura qu'un seul code à maintenir pour de multiples pages, voire pour tout le site. Et la mise en cache par le navigateur ne sera que plus efficace. Donc, vous voyez que le link, il permet, c'est-à-dire de connecter notre page web à un fichier CSS qui contient du code CSS. Mais on peut toujours écrire notre code CSS dans le même fichier HTML. Mais vaut mieux, c'est-à-dire c'est un conseil, vaut mieux utiliser un fichier à part pour le CSS pour la maintenance de nos programmes. Il y a aussi l'élément script. Donc cet élément permet d'ajouter des scripts du JavaScript qui vont s'exécuter côté client dans le navigateur dès leur chargement. Donc ici on a la structure de script, donc on a script source, ici script.jss, le fichier JS, c'est-à-dire JavaScript, et on a bien sûr la balise fermante. En HTML5, il n'est plus obligatoire de spécifier l'attribut type. Celui-ci est de toute manière interprété par défaut en texte JavaScript par tous les navigateurs. Ça, c'est pour l'élément script qui est ajouté dans le code HTML. Maintenant, il y a d'autres éléments du HTML5 qu'on va apprendre au fur et à mesure dans notre TP. Une fois la structure de base préparée, il est temps de commencer à y placer d'autres éléments HTML pour le contenu à proprement parler, les paragraphes, les listes, les liens, les images, les vidéos, les tableaux de données, les formulaires, ainsi de suite. Donc la majorité des éléments HTML sont toujours au rendez-vous dans HTML5 qui se voit complété par quelques nouveautés pour le balisage. Donc vous voyez qu'une fois qu'on va, c'est-à-dire structurer notre source HTML en respectant cette structure, donc il nous reste ici, entre le body et le non-body, le reste du contenu, c'est-à-dire la page proprement dit, parce qu'ici, dans l'entête, c'est des informations concernant notre code, c'est-à-dire c'est des informations additionnelles à notre programme. Mais les balises qui se retrouvent entre le body et le non-body, ce sont les balises qui vont permettre de structurer le contenu dans notre page web qui va être visualisé au client. Donc, on va apprendre ces différentes balises au fur et à mesure, mais on peut les classer, c'est-à-dire en général, on peut les classer, c'est-à-dire les types de balises, on peut les classer comme suit. Il y a des balises pour créer des paragraphes, pour écrire des paragraphes, des balises pour créer des listes ou bien des tableaux, des listes, des balises pour créer des liens, des images, pour ajouter des images, ajouter des liens, ajouter des vidéos, créer des tableaux de données, et créer des formulaires, ainsi de suite. Donc la majorité des éléments HTML sont toujours dans HTML5 qui se voient complétés par quelques nouveautés pour le balisage. Donc au fur et à mesure qu'on va apprendre toutes ces, à travers les TP, la pratique, on va apprendre les balises qui permettent de structurer des paragraphes, des listes, des liens, des images, des vidéos, et ainsi de suite. Donc, avant de terminer la vidéo, on va parler de la validation du code HTML. Une fois l'étudiant il va écrire son code source en HTML, il doit le valider. C'est quoi la validation? Ici, c'est la validation avec un seul T. J'aime pas les erreurs d'orthographe. Je vais ici corriger. Un seul T, la validation. Très bien. Donc, la validation du code HTML. Donc, pour assurer le même affichage sur différentes plateformes, le W3C a développé un validateur du HTML. Accessible via l'adresse, donc ça c'est son site web, c'est http validatorw3.org.
Il permet de valider la structure de votre page web. La validation permet de corriger la sémantique au niveau des balises. L'outil validateur W3C multipage permet de valider plusieurs pages HTML d'un seul coup. Donc vous voyez que ce validateur, on peut dire que ça permet de performer votre programme ou bien votre code. On va essayer de se connecter. On va écrire l'URL ici. Donc c'est validateur.w3.org. Vous voyez ici, c'est un Markup Validation Service. C'est un validateur qui permet de corriger le warning, le côté sémantique de notre code source pour être, c'est-à-dire compatible avec tous les navigateurs. Donc on va voir par la suite comment on va, c'est-à-dire l'utiliser pour valider notre code source de nos TP. Bien, maintenant, bon, je vais parler à peu près aussi des outils qui existent actuellement, pour le développement de sites web. Donc ça s'appelle des CMC. C'est quoi les acronymes CMC? Le système de gestion de contenu, le SGC, c'est en français. En anglais, Content Management System, le CMS. C'est-à-dire, le C, c'est Content, M, c'est Management, et S, c'est System. D'accord? Donc, ici, je change ici, c'est une erreur aussi, c'est le CMS. Ok? Une erreur de frappe, je corrige mes erreurs de ceci. Donc, c'est-à-dire, pourquoi on va parler de ces outils? Le fait de créer un site web est devenu plus facile que jamais en 2023. C'est-à-dire, je parle de l'année d'actualité. Vous avez le choix entre différentes plateformes et plusieurs d'entre elles vous permettent de créer presque n'importe quel type de site. Alors, un CMS à utiliser n'a jamais été aussi difficile en raison du nombre énorme d'options disponibles. Donc, c'est-à-dire, ça m'a déjà parlé du navigateur, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça ici. On a déjà donné son site web dans la diapo précédente. Maintenant, je parle des CMS. Bon, pour créer un site web, ça devient vraiment de plus en plus facile parce qu'on a des plateformes ou bien des outils qui s'appellent CMS, les Content Management System ou bien en français les SGC, système de gestion de contenu qui permettent de créer des sites web avec plusieurs options disponibles. Donc, je peux citer ici, bien sûr, j'ai importé ça d'une littérature, de la littérature 16, c'est-à-dire d'une référence bibliographique 16. Donc, on cite les 8, c'est-à-dire on cite les 8, c'est-à-dire on cite les 8 meilleurs, pardon pour les ordres ici. Donc, on cite les 8 meilleurs CMS pour créer un site web en 2023, que j'ai emprunté bien sûr à la référence 16. Il y a le WordPress, ça c'est un CMS très efficace pour développer des sites web. Il y a Joomla, il y a Drupal, Typo3, Serendipity, Dotclean, Impress Pages et Chamilo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ces noms parce que c'est des mots commerciaux, mais c'est toujours l'essentiel, c'est des CMC. Je crois que je ressors encore ici. C'est des CMS, ok. C'est des CMS pour développer des sites web. Ils sont vraiment optés de beaucoup d'options. Donc, on peut toujours télécharger une version gratuite et essayer de les utiliser pour créer nos pages web. Ça, c'est quelques références bibliographiques que j'ai empruntées pour préparer ce cours. Donc, on va essayer d'appliquer d'écrire un premier code en respectant cette structure du code HTML. Donc, j'utilise l'éditeur Visual Studio Code. Vous voyez, c'est le Visual Studio Code. J'ai déjà, c'est-à-dire écrit une petite page pour ne pas perdre du temps. J'ai déjà écrit un code HTML ici que j'ai nommé bien sûr tp1.html. Donc, vous voyez que j'ai respecté la structure minimale. On a le doctype, ok, c'est du HTML. On a le head. J'ai utilisé la balise meta avec name, le paramètre author, pour dire que c'est moi qui ai écrit ce code.
Il y a la balise meta char7, on utilise toujours le UTF-8 pour les, c'est-à-dire les accents, les apostrophes, les A apostrophes, ainsi de suite. On a ici le titre, bien sûr, de notre page web. Maintenant, le body. Donc, j'ai utilisé, premièrement, j'ai emprunté une image ici. J'ai utilisé la largeur et la hauteur et la source de l'image. Puisque ici, je donne directement le nom de l'image. Donc, c'est sûr qu'elle se trouve, elle est enregistrée dans le même répertoire où se trouve le code HTML. Sinon, je dois spécifier le chemin en détail. Ici, c'est un contrôle, Alt, image indisponible. S'il ne va pas trouver l'image utms.png dans le répertoire, donc automatiquement, il va, c'est-à-dire me ressortir ici un message Alt de contrôle comme quoi l'image est indisponible. Ici, je vais sauter une ligne et je vais créer un tableau avec une bordure égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de bordure, mais on peut toujours changer cette bordure. J'ai créé un tableau avec les différentes balises dédiées à la création d'un tableau qu'on va apprendre au fur et à mesure dans d'autres vidéos. D'accord, c'est en utilisant le TR et le TD et le TH. D'accord, et puis je vais bien sûr fermer c'est-à-dire chaque balise, je vais prendre ouvrante, je vais prendre sa balise fermante. Donc je vais exécuter. Premièrement, je vais faire un CTRL S pour sauvegarder les changements et je vais faire un run. Donc vous voyez que il y a dans l'exécution, on a ici le logo de l'université de Saïda, l'université de Dr Moulay Tahar de Saïda. C'est une image que j'ai empruntée et elle est stockée dans le même répertoire ici, c'est-à-dire que se trouve c'est dans DAO-TP 2023. Vous voyez ici, on a le tp1.html. D'accord, donc on a le tp1.html. Ça, c'est-à-dire l'image elle s'appelle utms.png. Donc elle est dans le même, c'est-à-dire répertoire ici où se trouve mon code source HTML. Donc, et puis j'ai ici un titre, liste des étudiants, et j'ai mon tableau avec 1, 2, 3, 4 lignes et 1, 2, 3 et 3 colonnes. Vous voyez, ça c'est un exemple. Un premier exemple d'interprétation du code HTML avec Google Chrome. J'utilise un navigateur Google Chrome. D'accord. Donc on va essayer par exemple ici de supprimer l'image. On va supprimer l'image du répertoire pour voir s'il va m'afficher le contrôle image non disponible. Donc elle est supprimée. Donc je vais rafraîchir ou bien actualiser mon image. Donc vous voyez qu'il m'a ressorti ici c'est-à-dire comment dirais-je, un contrôle image indisponible, parce que dans mon code source ici vous voyez que j'ai pris un alt ici, un alt image indisponible. S'il ne va pas trouver l'image, donc il va donner un alt indisponible. D'accord, donc je vais récupérer mon image. Je pense qu'elle est ici. Oui. Je vais la restocker ici dans le répertoire où se trouve le HTML, ou bien je pouvais spécifier le nouveau chemin et je vais actualiser ma page web ici. Vous voyez qu'il y a l'image qui est insérée. Donc ça c'est une première interprétation avec le navigateur Google Chrome de ce programme HTML écrit en respectant la structure ici structure d'un document, bien d'un fichier qui contient du code HTML version 5. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.